Une nouvelle initiative pour relancer le tourisme burkinabé. La première édition de la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a débuté ce 28 avril. La Roch-Marc Christian Kaboré a présidé cet après-midi même la cérémonie d'ouverture de la vitro qui se tient sur l'avenue Kwame Nkrumah. Échange entre le Premier ministre et les hauts fonctionnaires de l'Organisation de la coopération islamique à Djeddah. Les deux parties ont parlé des opportunités de coopération entre l'OCI et le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui bénéficie déjà du soutien de l'OCI à travers plusieurs projets de développement. Des produits alimentaires avariés saisis par la police municipale de Ouagadougou. Ces produits qui ont eu le temps de circuler sur le marché sont essentiellement composés de boîtes de conserve. Et selon la police, ces produits avariés étaient destinés à la consommation des élèves. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a débuté ce 28 avril et ce jusqu'au 5 mai prochain. La vitro se veut un cadre de relance du tourisme burkinabé. Elle est initiée par l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été présidée par le chef de l'État. Le reportage de Issaka Ouedraogo et Aboubakar Sayon. Une cérémonie officielle pour s'aimer les graines du renouveau du tourisme burkinabé à l'endroit même où le terrorisme a endeuillé le Burkina et ébranlé l'activité touristique en janvier 2016. La première édition de la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou est l'initiative de l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina. Cette fois, qui est à sa première édition, vise plusieurs objectifs. Est une porte ouverte sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration durant une semaine. Montrer aux populations la gamme de produits et de prestations qu'offre ce secteur. Intéresser les populations riveraines à l'économie du tourisme, à la protection de l'environnement et à la pratique d'un tourisme durable. Pour le ministre de la Culture, la vitro se veut un espace de valorisation de la destination Burkina et le choix du lieu n'est pas fortuit. Il vise à redonner vie à cette voie qui restera un symbole fort d'une nation qui refuse de céder, de capituler face à l'assaut des terroristes. En 2015, le tourisme a apporté plus de 61 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé. Le président du Faso a salué l'organisation de cette vitrine. Je voudrais simplement dire que nous devons travailler à faire en sorte que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration qui participent à l'économie nationale pour plusieurs milliards soient vraiment redorés. Cela signifie qu'il faut que aussi bien les entraves de sécurité, les préoccupations au plan fiscal, les questions qui sont posées au niveau des visas touristiques, ce soient des questions qui soient posées dans le cadre d'une politique d'ensemble. Et je voudrais ici, en présence du ministre chargé du tourisme, engager le gouvernement à la recherche de l'ensemble de ces solutions qui vont permettre au secteur du tourisme de pouvoir éclore et jouer pleinement son rôle. Roch-Marc Christian Kaboré a visité les stands dans lesquels sont exposés le savoir-faire du Burkina en matière d'hôtellerie et de restauration. À l'occasion de cette première vitro, les hôteliers ont décidé de réduire les tarifs de 50% pendant toute la semaine que va durer l'activité. Et avant de présider cette cérémonie, dans la matinée, le président du Faso a reçu le coordonnateur Afrique du projet de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce projet auquel participe le Burkina Faso a une vision à la fois écologique et économique. À l'audience de ce matin, il a notamment été question des avancées déjà enregistrées dans le cadre de ce projet de l'OACI. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Omar Zambri. Le coordonnateur Afrique du projet de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, reçu en audience à Kosiam. Didier Moukalan est venu faire le point de l'état d'avancement d'un projet commun à 14 pays membres de l'OACI. Le Burkina Faso est l'un des 14 États bénéficiaires. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui a débuté depuis 2014. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à la phase de la mise en œuvre des plans d'action des États. À l'instar des 14 autres, le Burkina Faso a soumis son plan d'action à la date du 31 décembre 2015.
Et à l'étape de la mise en œuvre des plans d'action, le pays a été retenu pour bénéficier de plusieurs mesures. Il y a l'une des mesures qui porte sur la mise en œuvre des procédures de descente et de montée continue dans l'aviation civile, et l'autre mesure qui a trait sur une étude de faisabilité pour les carburants alternatifs au Burkina Faso, pour identifier le potentiel des carburants alternatifs ici au Burkina Faso. Les résultats attendus par la mise en œuvre de toutes ces mesures sont d'ordre écologique et économique. Pour le volet écologique, à travers son plan d'action, le Burkina Faso marque ainsi sa contribution à l'effort collectif dans la réduction des émissions de CO2. Et puis, dans le cadre de la réorganisation du commandement des armées nationales, le président du Faso, chef suprême des armées, a signé hier 6 décrets de nomination des responsables militaires. Ainsi, le colonel-major Traoré Léon est le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel-major Minungou Moïse est désormais le commandant du groupement central des armées. Le colonel Tapsoba Marie-Omer Bruno est le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le colonel Ouedraogo Suleiman est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée et de l'air. L'intendant-colonel-major parcoureur Jean-Baptiste occupe désormais le poste de directeur central de l'intendance militaire. Enfin, le colonel Tengari Salif est le nouveau directeur central du matériel des armées. Autre point de l'actualité, et on s'intéresse à présent au séjour du Premier ministre en Arabie Saoudite. À Jeddah, Paul Kabat-Seba a échangé avec les hauts fonctionnaires de l'Organisation de la coopération islamique. Au menu des échanges, les opportunités de coopération entre cette organisation et le Burkina Faso, pays qui bénéficie déjà du soutien de l'OCI à travers plusieurs projets de développement. Des précisions avec Paul David Bambara et Maxime Zongo. Membre de l'Organisation de la coopération islamique depuis 1975, le Burkina joue un rôle non moins important dans les instances de l'organisation. Par cette rencontre, le chef du gouvernement est venu renouveler l'engagement de son pays à contribuer au renforcement de l'OCI. Très honoré par cette visite. On a beaucoup de considérations pour les positions de Burkina Faso par rapport aux questions du monde islamique, bien spécialement la cause palestinienne. Et on est toujours ravis de recevoir les grands responsables du Burkina Faso ici, un pays membre très actif à l'Organisation de coopération islamique. À travers ces instituts spécialisés dont la BID, l'OCI soutient déjà le Burkina dans le financement de plusieurs projets de développement. Cette concertation pour donner davantage d'élan à une coopération pluridimensionnelle. Il y a plusieurs volets au niveau de la coopération au sein de l'OCI. Il y a les volets politiques, naturellement, il y a également les volets économiques. Alors donc cette rencontre a été l'occasion pour nous de faire le point sur la coopération politique, mais également sur la coopération économique entre l'Organisation de la conférence islamique et le Burkina Faso. Alors, s'agissant de la coopération économique, il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont portés par l'OCI dont nous avons parlé, mais également, s'agissant de la coopération politique, nous avons également parlé de ce qu'il y a comme initiative en cours au niveau international qui concerne les pays membres de l'OCI. L'OCI, qui est très active sur le plan diplomatique, contribue également à la résolution de nombreux conflits. Et dans cette dynamique, Paul Kabat-Seba a plaidé auprès de l'organisation pour un appui matériel conséquent pour la sécurisation de nos frontières afin de lutter contre le terrorisme. La Banque islamique de développement est également un partenaire de taille du Burkina Faso. Au nom des secteurs de développement qui bénéficient de l'appui financier de la BID, il y a les infrastructures routières et sanitaires ou encore la promotion de la femme. À Jeddah, les ministres concernés par ces différents secteurs ont échangé avec les experts de la BID en vue de faire le point des projets en instance et formuler des perspectives. Le point toujours avec Paul David Bambara et Maxime Zongo. Le bitumage des routes d'Edougou, Tougan, Guiba, Garango, Kanchari, Diapaga, frontière du Bénin, des infrastructures qui font partie des financements BID. Avec les techniciens de la banque, il était question d'examiner les moyens d'accélérer les dossiers. Avec les services techniques de la BID, nous avons fait le point de l'état d'avancement de ces 3 projets. La route d'Edougou, Tougan, comme vous le savez,
est en cours de travaux en ce moment. Les travaux avancent bien. S'agissant de la route Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin, nous avons examiné avec la BID le moyen d'accélérer le processus, étant bien donné que nous avons achevé la procédure de sélection des entreprises. En ce qui concerne la route Guiba-Garango, nous avons aussi examiné l'état d'avancement de ce dossier qui, à partir de la semaine prochaine, va connaître également une issue, selon en tout cas les techniciens de la BID. Outre ces acquis, le financement d'autres importants projets sont annoncés. Ce qui est une grande avancée pour le secteur des infrastructures à l'occasion de cette visite, c'est que nous étions venus aussi avec deux autres projets routiers. Le projet de bitumage de la route Tougan-Wayuguya et celui de la route Dogori-Gorom-Gorom. Et ces deux projets ont été accueillis très favorablement par la BID qui a accepté le principe de les financer. Dans le domaine de la santé, la construction de CHR et de CHU, puis de centres spécialisés ont été retenus. Nous sommes venus leur présenter ce projet global d'une valeur de 175 millions de dollars américains pour développer ces infrastructures sanitaires qui vont permettre de chercher à fournir des soins de qualité à toute la population. C'est ça qu'on appelle la couverture sanitaire universelle et surtout permettre de produire pour la gratuité des soins une infrastructure qui permette aux femmes d'être heureuses, de fréquenter et surtout aux enfants de préserver leur vie et de grandir pour améliorer la production et la productivité et le développement du Burkina Faso. L'autonomisation de la femme, un volet qui intéresse également la BID. Nous avons pu en tout cas avoir des opportunités car la BID nous suggère de présenter un programme intégré en faveur de l'autonomisation économique de la femme qui prendrait en compte non seulement les aspects de promotion et de protection des droits de la femme, mais également les aspects d'accès au crédit. Et pour cela, nous avons été très satisfaits de savoir que très bientôt, une banque islamique sera ouverte au Burkina Faso. Près de 2000 milliards de francs CFA pour le financement de projets structurants, la BID est un partenaire de taille. En conduisant lui-même la délégation au siège de la banque à Djeddah, Paul Kabatieba entend donner un coup d'accélérateur à la réalisation de ces infrastructures très attendues. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'exécution du programme d'appui au secteur privé. Ce programme qui a démarré en 2013 a pris fin en janvier dernier sur une note de satisfaction. Selon les acteurs chargés de sa mise en œuvre, il a contribué à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Et c'est aujourd'hui que ces acteurs ont procédé à la clôture officielle du programme d'appui au secteur privé. Urbain Benito Somé et Maïmouna Traori. Le département technologie alimentaire de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques a bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui au développement du secteur privé pour financer ses activités. Au total, une dizaine d'entreprises ont bénéficié de son appui pour améliorer leurs services. Les interventions du programme ont porté sur des études, des formations, l'acquisition d'équipements de laboratoire, de matériel roulant et informatique. À l'heure du bilan, le comité de pilotage note des motifs de satisfaction. Le taux d'absorption du budget est de 88% et 94% des activités ont été réalisées. Ce sont des structures qui ont besoin effectivement de moyens, d'équipements nécessaires pour accomplir effectivement donc ce travail-là. Et l'Union européenne a bien voulu mettre à notre disposition des équipements et vraiment de qualité pour accompagner. Véritablement, il y a des résultats tangibles et concrets. Le beurre de karité, le miel du Burkina Faso, on peut dire que c'est un résultat de ce projet. Le programme d'appui au développement du secteur privé a permis de combler certains besoins, mais il reste l'épineuse question du financement des entreprises. Là, le Burkina Faso peut encore compter sur l'accompagnement de l'Union européenne. Il y a un deuxième projet qui est à l'étude et qui doit comprendre une analyse précise de ce qui peut être fait pour aider
le financement des entreprises petites et moyennes qui veulent se développer et qui ont besoin d'un appui des banques et d'organismes spécialisés. Le projet d'appui au développement du secteur privé a été financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Autre titre de l'actualité, des produits alimentaires avariés ont été saisis par la police municipale de Ouagadougou. Ces produits qui ont eu le temps malheureusement de circuler sur le marché sont essentiellement constitués de boîtes de conserve destinées à la consommation des élèves. La police municipale a présenté ces produits saisis à la presse et elle invite la population à la vigilance. Césaire Carrefour, Vincent Tchendrebego. Des boîtes de sardines, des boîtes de lait, destinés à la consommation du public burkinabé, aux élèves surtout. 2019, c'est ce qui est marqué sur ces produits comme date de péremption. Et pourtant, ces produits sont avariés. Ils ont été saisis à Ouagadougou, au marché de Bendogo, par la police municipale. Il s'agit d'un individu qui a appelé au niveau de notre poste de commandement opérationnel pour dire qu'il y a une vente massive de sardines dans un marché, notamment dans la zone de Bendogo. Donc nous avons déployé rapidement une équipe et quand ils sont arrivés, ils ont constaté vraiment les faits ahurissants que vous constatez là et naturellement ils n'avaient que le choix que de saisir. La police et la Ligue des consommateurs burkinabés appellent donc les populations à la vigilance et à la collaboration. Et c'est comme le chef de la police disait tantôt, ça va rentrer dans des sandwichs, ça va rentrer un peu partout et c'est des gens qui vont consommer. Dieu seul sait combien de personnes ont déjà consommé ça. Et nous condamnons, mais nous félicitons aussi nos forces de défense et de sécurité qui ont fait ce beau travail. C'est-à-dire que c'est à la population de dénoncer. Si on ne dénonce pas, on va terminer dans les tombes et ça ne serait pas intéressant. Les auteurs de ces actes ont été mis aux arrêts et la police procédera à l'incinération de ces produits impropres à la consommation. Faire du Sahara et du Sahel un espace de solidarité dans la gestion durable des ressources naturelles, c'est l'une des vocations de l'OSS à l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Le sujet a été largement débattu à la 22e session ordinaire de cette structure, une session tenue le 26 avril dernier à Ouagadougou. Le reportage de Nongba Kouda et Tanga Kafando. À l'ordre du jour de cette 22e session de l'OSS, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, le bilan de l'année 2016, la mise en œuvre du programme prévisionnel 2017 et la mobilisation des ressources financières. L'OSS a pu accompagner le Burkina Faso dans le projet de la croissance et de la résilience des populations, surtout au niveau du Sahel. Quand on prend les questions liées à la désertification, à la dégradation des terres, nous sommes convaincus que le Sahel du Burkina est la zone la plus exposée. Et aujourd'hui, grâce à l'action de l'OSS, nous pouvons dire que nous avons acquis des résultats au profit des populations du Sahel. Créée en 1992, l'OSS a aujourd'hui 25 ans. Et c'est l'occasion pour les administrateurs à session de mesurer le chemin parcouru, mais également de fixer des orientations pour l'avenir. L'accord de Paris, il y a deux aspects, c'est la lutte contre les politiques, mais également la lutte contre les effets des changements climatiques. Donc en Afrique, nous sommes dans cette deuxième position en termes d'adaptation. L'Afrique est un pays qui connaît donc une dégradation importante des sols, des ressources naturelles d'une façon générale, et il était normal que notre conseil d'administration, dans sa stratégie, s'adresse essentiellement à ces problématiques. L'Observatoire du Sahara et du Sahel compte 23 pays africains, 6 pays du Nord, 6 organisations sous-régionales, des organisations des Nations Unies et des représentants de la société civile. Rendez-vous a été pris en 2018 en Mauritanie pour la 23e session. Du côté de l'Observatoire national du foncier du Burkina Faso, des résultats satisfaisants ont également été engrangés au cours de l'année écoulée. À titre d'exemple, l'expérimentation d'une application mobile pour la sécurisation foncière a été une réussite à Boudri, une commune de la province du Gansourgou. La structure a tenu son assemblée générale hier à Ouagadougou pour dresser le bilan de ses activités de 2016 et mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. Césaire Carrefour et Vincent Tchendrebego. Les membres de l'Observatoire national du foncier font ici le bilan de leurs actions. À cette session, il a également été question du renouvellement des instances
Et c'est Albert Guigman qui préside désormais le conseil d'administration de l'Observatoire. Les conclusions des travaux permettent de dire que les résultats enregistrés ont été à la hauteur des attentes. Tous les points inscrits à notre agenda ont été exécutés de manière efficace. Au titre des résultats engrangés par l'Observatoire pour remédier aux problèmes liés au foncier, le président se réjouit de la mise en place de l'application mobile. C'est un outil relativement simple parce que ça fonctionne avec un téléphone Android que l'on peut coupler avec un GPS. Et par exemple, dans le cas de Boudry, en 3 ou 4 semaines, on a réussi à lever 2900 parcelles. Alors que l'agent domanial aurait probablement mis peut-être une dizaine d'années à faire ça. L'Observatoire national du foncier a été créé en 2014. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière et permet aussi de diffuser des informations foncières en vue de faire du foncier un facteur de développement durable. À Bobo-Dioulasso, des élus locaux améliorent leur connaissance sur la coopération décentralisée. L'atelier organisé sur le sujet s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique et social. C'est un projet du gouvernement canadien dont l'objectif est d'identifier les projets innovateurs au profit des jeunes et des enfants du Burkina Faso. Biludou Bazongo et Ahadi Sandamba. Favoriser le développement économique local et surtout durable, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local. C'est le fruit d'une coopération décentralisée entre la Fédération canadienne des municipalités et l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF. Bien, le projet concerne le Burkina Faso, mais également ça concerne des communes au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment Korogo et Ferkessédougou, également du côté du Mali avec la commune de Sikasso et même la région de Sikasso. On va voir avec les deux municipalités, on va voir exactement c'est quoi le besoin. Et puis je pense que c'est pas vraiment nous à décider de voler sur l'ange. On est un partenariat, on va décider tous les deux ensemble. Oui, c'est tout gagnant-gagnant. On va recevoir, puis c'est sûr et certain qu'il y a des choses que nous, on va profiter. Et pour cette phase pilote donc, ce sont les communes de Bama, de Banfora, de Bobo-Dioulasso et de Manga qui sont concernées. Banfora et Bobo-Dioulasso sont sur la composante, ce qu'on appelle le DER, le développement économique régional. Et Manga et Bama sont sur la composante DEL, c'est-à-dire le développement économique local. Alors bien sûr, c'est une question de richesse de domaine d'action dans le domaine de l'économie locale, mais sur des projets innovants. Alors ça devrait s'axer fondamentalement sur les projets qui concernent la jeunesse et puis les femmes. Cet atelier marque également le lancement officiel du projet. Et 2 jours durant, les participants vont jeter les bases de ce partenariat, à savoir définir ensemble les objectifs communs et identifier les activités à mettre en œuvre les 5 années à venir. Retour à Ouagadougou pour parler de professionnalisme dans le traitement de l'information dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Le sujet a été au centre d'une conférence organisée hier dans le cadre des 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. La conférence a été animée par des professionnels de médias et des représentants du Conseil supérieur de la communication et du ministère de la Défense, Jean-Yves Bayala et Mounir Akeri. Des échanges directs entre élèves journalistes et panélistes sur le traitement de l'information liée au terrorisme. Comment informer dans ce contexte sans trahir l'éthique et la déontologie de la profession? Comment traiter les questions liées au secret défense? Et comment donner l'information sans mettre en danger les personnes et les biens? Ce sont là des préoccupations adressées aux panélistes au cours de cette conférence publique. Depuis 2016, notre pays est confronté durement à cette question du terrorisme et que l'un des éléments majeurs pour gagner cette lutte-là, c'est la question de la communication. Après, les forces de défense et de sécurité ont leurs impératifs, mais nous, en tant que journalistes, nous avons notre déontologie et c'était la question de voir comment ensemble nous pouvons travailler à ce que le journaliste fasse son travail au mieux de l'information des populations, mais dans le même temps au mieux également de la survie et de la garantie de la paix et de l'intégrité de notre terroir. Le terrorisme, c'est également une guerre de communication.
et les étudiants sont invités à toujours éviter la rumeur et la désinformation. Désormais, c'est l'extrême prudence qui doit être de rigueur dans la pratique de la profession, mais la prudence ne devrait pas signifier la nonchalance ou l'inaction dans la pratique du métier. Donc prudence, recoupement et vérification de l'information parce que le terrorisme touche tout le monde. Ce panel donne le ton des 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, 72 heures qui seront marquées par des échanges avec les aînés, un tournoi interclasse et une kermesse. Et pour ceux qui sont des passionnés de l'art oratoire, l'occasion vous est donnée de participer à une conférence prévue du 11 au 13 mai prochain à Ouagadougou. L'initiative de cette conférence est du club des Toastmasters du Burkina Faso et du Niger. Cette conférence se tiendra sous un thème relatif à la tradition orale africaine et la démarche d'apprentissage de l'art de la communication. Plus de précisions avec Tanga Robert Kafando. Tradition orale africaine et Toastmasters, constante et variante d'une démarche d'apprentissage à l'art de la communication et du leadership. C'est sous ce thème que se tiennent les 11, 12 et 13 mai prochains à Ouagadougou la conférence annuelle du district 94 des Toastmasters. Une rencontre qui va réunir les Toastmasters de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale avec au menu 3 points principaux. Nous aurons au programme des ateliers de communication et de leadership. Nous aurons le concours d'art oratoire, aussi bien en anglais qu'en français. Nous organiserons également ce que nous avons appelé Ouagatou, qui est une excursion pour permettre à nos hôtes, à nos visiteurs de pouvoir découvrir les richesses culturelles que compte Ouagadougou. Créée en 1924 aux États-Unis d'Amérique, les Toastmasters est une organisation qui a pour but de former les leaders à être de meilleurs communicateurs et les communicateurs à être de bons leaders, et ce à travers un programme et des méthodes appropriées. Actualité à l'étranger avec ses réactions à la suite de la condamnation à perpétuité de Hissène Habré. Au-delà du soulagement pour les défenseurs des droits de l'homme, ce verdict doit sonner comme un avertissement pour certains dirigeants africains. Naturellement, du côté de la défense de Hissène Habré, c'est un mauvais procès qui a été fait à l'ancien président tchadien. La condamnation définitive à la perpétuité d'Hissène Habré jeudi à Dakar, saluée par les défenseurs des droits de l'homme. Ce verdict en appel représente selon eux une immense victoire, mais aussi un avertissement pour les présidents encore en exercice. Ça, c'est un message fort qui s'adresse à tous les dictateurs africains. Attention, vous ne resterez plus impunis, vous n'allez plus cultiver cette impunité, c'est impossible. La défense, en revanche, dénonce l'attitude des chambres africaines extraordinaires dans le jugement de l'ex-président tchadien. L'innocence du président Habré a été reconnue par tout le monde. Aujourd'hui, l'opinion la plus répandue au monde, c'est que c'est un mauvais procès qui a été fait au président Habré. Aucune démonstration de sa culpabilité n'a été faite. Ce procès, le premier du genre tenu en Afrique, visait pourtant à donner une légitimité à cette chambre africaine extraordinaire, ce dont se réjouissent les avocats de la partie civile. Si aujourd'hui, nous démontrons que nous sommes capables, l'Afrique est capable de juger les Africains, on n'aura plus besoin de faire recours à cette cour. Et parce que nous avons monté notre capacité, démontré notre capacité de juger les nôtres. L'annonce du verdict marque la fin des activités des chambres africaines extraordinaires comme prévu par leur statut. Et justement, ce verdict dans le procès d'Hissène Habré est largement commenté par la presse écrite burkinabé. Les quotidiens se sont intéressés également au report du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Tiao. Voici la revue de presse de Tobom Evelyne Dabiri. Procès du gouvernement Tiao, le quotidien rappelle qu'il a été renvoyé au 4 mai 2017 sur demande du barreau et insistance des avocats qui argumentent que la nature de la haute cour fait qu'il faut éviter la précipitation. En effet, les jugements rendus par cette cour sont sans voie de recours, explique l'Express du Faso. L'observateur Palga signale que les deux Baba, à savoir Baba Diémé et Baba Ama, sont sans avocat. Question du journal, est-ce une question d'argent? Ou bien cela procède-t-il d'une volonté de montrer qu'ils n'ont rien à se reprocher, ou encore qu'ils n'ont pas besoin d'être défendus par une tierce personne? Difficile de le savoir, répond ce journal. À voir dans Sidoya les photos des accusés présents à l'ouverture du procès, celles des absents et celles de ceux bénéficiant d'un non-lieu.
Autre lieu, autre procès, celui de Hissène Habré. Les rideaux sont tombés sur 20 ans de procédure judiciaire avec un soulagement pour les parties civiles qui ont engagé depuis des lustres un véritable marathon pour que justice soit faite, rapporte l'observateur Palga. Ce journal explique que durant l'exercice du pouvoir de Habré, sa fameuse DDS a fait 40 000 morts et d'innombrables disparus. Quant aux autres accusations, au moins, on lui aurait épargné celle infâme de viol, poursuit l'observateur Palga. Mais, remarque aujourd'hui au Faso, ni le silence théâtral de Habré, ni son comportement d'enfant capricieux n'ont servi à le disculper. Le verdict prononcé par les chambres en 2016 a donc été confirmé et Habré a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité, explique aujourd'hui au Faso. Ces chambres africaines ont relevé un défi qui mérite d'être salué, analyse aujourd'hui au Faso. Et s'il y a d'autres Hissène Habré en Afrique, qu'ils soient désormais traités comme tels, ainsi soit-il, conclut ce journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'événement ce soir à suivre en direct sur nos antennes, c'est la cérémonie des Koundé prévue tout de suite à partir de 21h. Excellente soirée en compagnie de la RTV.